On est ravis, chers conférenciers et cher public, d'être ensemble pour cette conférence sur laquelle on va parler chaufferie collective, rénovation, pilotage et maintenance dans les copropriétés. On va aborder ce sujet global qui est co-organisé avec Afortec et le GCCP. Merci à vous pour cette co-organisation de cette conférence. J'ai un petit chiffre clé. Est-ce que vous savez ce que c'est je parle dans le public, hein, vous avez peut-être une idée de ce que c'est, ce chiffre clé? 25%. Ça vous dit quelque chose? Rien comme ça. Alors moi je vous le dis, mais parce que j'ai trouvé sur le portail de l'ARC, l'association des responsables de copropriété, c'est le coût total du chauffage en copropriété. Donc par rapport, c'est les charges, hein, par rapport aux charges de copropriété, donc chauffage représente 25%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre ou même plus? Le chiffre est bon, oui. Oui, donc c'est ça. Donc on le voit, le chauffage, c'est un budget important, très important dans les copropriétés. Je vous propose de faire un petit tour de table de présentation, qui vous êtes et qui vous représentez, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Hubert, alors. Donc Hubert Desrues, je suis conseiller technique au sein du GCCP. Donc le GCCP est une chambre métier qui regroupe 250 entreprises de génie climatique, couverture et plomberie sur la région parisienne. Merci à vous, Giovanni. Giovanni Monti, je suis président d'Afortec. Afortec est l'institution qui est proche du GCCP et qui gère tout ce qui est formation métier. Ouais, et puis accessoirement, vous êtes aussi chauffagiste, hein, donc vous connaissez bien le Je métier. suis chef d'entreprise Ouais. en CVC. Ouais. Sarah? Alors bonjour, Sarah Vicard, responsable travaux chez Delostal et Thibault, donc qui est exploitant de chauffage. Voilà. Merci Sarah. Effectivement, vous serez le témoignage de l'entreprise, hein, qui opère au quotidien ces chaufferies. Et puis on a également Denis Lucente qui va arriver, qui est un bureau d'études sur la partie chauffage. Alors on avait dit Hubert qu'on commencerait avec vous, puisqu'on va faire deux tours de table. Un tour de table plutôt en termes de solutions, quelles solutions on peut mettre en œuvre, et puis un deuxième tour de table, parce qu'on verra en termes d'accompagnement, hein, comment est-ce qu'on accompagne les copropriétés par rapport à leurs besoins. Hubert, pour commencer, on s'était dit que ça serait bien de donner un cadre pour pourquoi est-ce qu'il faut améliorer son chauffage. Tout à fait. Quand on parle de rénovation énergétique, on pense surtout à la consommation d'énergie. Mais il y a une nouvelle donnée qui rentre en compte, par la RE 2020, qui est aussi rentrée en compte par une directive européenne sur la performance des bâtiments. C'est la dimension carbone. L'objectif qui est mis au niveau européen est d'avoir quasiment des bâtiments neutres en carbone à horizon de 2050. Donc nous connaissions tous l'ancien DPE qui était basé sur la consommation énergétique en kilowattheure par mètre carré. Et maintenant, nous avons ajouté une deuxième donnée qui est les émissions de carbone en grammes par mètre carré et par an. Alors, on peut être bon sur l'étiquette énergétique, mais à partir du moment où vous allez utiliser une énergie fossile, donc du gaz ou du fioul, vous serez bon sur l'énergétique, mais les émissions de carbone que vous allez générer avec votre chauffage vont vous faire monter d'une case. D'où l'intérêt d'avoir des solutions de production qui sont décarbonées, c'est-à-dire d'intégrer des énergies renouvelables comme l'énergie solaire pour la production d'eau chaude, par exemple, des pompes à chaleur pour le chauffage, le raccordement à un réseau de chaleur. Donc effectivement, vous avez parlé tout à l'heure du Dogger sur Paris, qui est une solution assez intéressante. Le Dogger, ça c'est la nappe, hein, c'est la nappe phréatique, oui. Ouais. Mais on peut, le réseau de chaleur sur Paris, vous savez que le réseau de chaleur Paris est cassé, c'est-à-dire qu'il fonctionne à plus de 50% d'énergie renouvelable, et qu'il y a déjà une obligation pour les gens qui sont à moins de 60 mètres de ce réseau de se raccorder dessus. Donc, ce que vous voulez dire à travers cette étiquette énergie du DPE, c'est en changeant de système de chauffage, on gagne en étiquette énergie sur la partie carbone. Sur la partie carbone. Et puis il y a aussi les bâtiments qui sont F et G. Là, je parle dans les copropriétés. Il va y avoir des interdictions de mise en location. Donc, c'est intéressant de monter en étiquette. Ouais. Alors, les logements G sont interdits de location depuis le 1er janvier. C'est ça. Les bâtiments F seront interdits de location en 2028. Et en 2034, ce seront des bâtiments classés E. Voilà, donc on a intérêt de remonter les étiquettes, effectivement, et de pouvoir continuer à louer ces logements dans les copropriétés. Tout à fait. Et donc, si on veut passer à la deuxième diapositive. Et donc, un autre point qui est intéressant pour les propriétaires
de faire une rénovation énergétique et d'avoir un bon DPE, tous les ans, les notaires publient un guide sur la valeur verte des logements. Donc pour l'ensemble de la France, ils ont pris en prix de référence les logements classés D. Et on voit, là j'ai zoomé sur la région parisienne, mais on a des écarts qui sont encore plus importants dans des régions comme l'Aquitaine. Mais par exemple, l'écart que vous avez en petite couronne sur Paris entre un logement classé F ou G et un logement classé C, qui est la norme à peu près qu'on peut facilement arriver en rénovation, est de 10%. C'est-à-dire que vous allez perdre 10% de la valeur de votre bien immobilier parce que vous avez une mauvaise étiquette énergétique. Donc ça incite aussi à faire des travaux de rénovation qui peuvent facilement se retrouver amortis au moment de la vente. Oui, c'est ça. Donc c'est un investissement aussi. Mais j'imagine aussi même pour la mise en location. Aujourd'hui, les copropriétaires cherchent des appartements sur lesquels on va dépenser moins d'argent en chauffage. Tout à fait. D'ailleurs, on voit sur les annonces immobilières, vous avez toujours l'étiquette qui est obligatoire, qui est montrée, mais vous avez aussi une estimation en euros des frais de chauffage annuels. Voilà, merci là pour ces. Donc il y a d'autres éléments qui sont motivants pour effectivement changer de système de chauffage ou améliorer la performance de son chauffage. En dehors du fait d'être vertueux et de limiter les émissions de carbone aussi sur le territoire. Je crois d'ailleurs Hubert, il y a aussi des obligations, il y a des éléments réglementaires et obligatoires sur les chaudières très haute performance énergétique. Aujourd'hui, on peut pas installer des anciens systèmes de chaudières. Alors, en fait, il y a un texte qui interdit d'avoir des systèmes de production de chauffage qui émettent plus de 300 grammes de carbone par kilowattheure. Ce qui fait que le fioul est dorénavant interdit en France. Très bien. Interdit. En neuf. Vous pouvez toujours conserver votre chaudière fioul, l'entretenir, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a forte chance que ces émissions-là diminuent et que le gaz se retrouve aussi un peu banni des installations neuves. Denis, merci, vous nous avez rejoints. Ce qu'on voulait, vous êtes bureau d'études, et ce qu'on voulait avoir comme témoignage de votre part, c'est quel gain énergétique peut-on espérer quand on travaille sur sa chaufferie? Oui, tout à fait. Bonjour, donc bureau d'études, en effet. On va d'abord évoquer un tout petit peu le domaine du chauffage. Ça me semble très important parce que ça vient d'être fait au travers de l'étiquette énergétique. Mais on va rappeler qu'il reste pas mal de chaufferies et d'ailleurs tout ce qu'on va dire là dans la suite, ça concerne et les chaufferies gaz et les sous-stations chauffage urbain, donc pour tous les bâtiments qui ne sont pas suffisamment isolés pour avoir une autre chaufferie que le chauffage urbain. Il y a le développement de plein de réseaux en France, même dans des toutes petites villes, voire parfois des villages. Il y a des micro-réseaux. Donc, pour ceux qui connaissent parmi les auditeurs, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de science. Rassurez-vous, pas plus de 30 secondes. Et très humblement, mais vous avez pu constater en descendant en chaufferie que, par exemple, en regardant derrière vos chaudières ou en regardant vos fiches d'entretien de traitement d'eau, que on parle ici en chauffage de plusieurs sciences. Il y a la calorie, la mécanique des fluides, ou l'hydraulique, c'est-à-dire sa version unidimensionnelle. Donc en gros, c'est de l'eau qui passe dans un tube, et c'est le principal vecteur d'énergie dans les applications courantes. Je rappelle donc que ce soit un fluide liquide, une vapeur, comme c'est le cas soit en CPCU, soit même dans l'énergie nucléaire, puisqu'après tout on fait tourner les turbines grâce à une vapeur, et éventuellement ce sont des particules dans certaines applications. Enfin, il y a également la chimie, donc vous l'avez constaté en regardant vos fiches de traitement d'eau quand vous êtes descendu dans vos chaufferies. Et bien sûr, à part cela, il y a la technique, c'est-à-dire l'équipement ou quels sont les organes, les équipements qui permettent de réaliser des prouesses, c'est-à-dire pour un chauffagiste, en sortie de chaufferie, une température et un débit dans un tube de chauffage et une température et un débit dans un tube d'eau chaude sanitaire pour vous servir, pour desservir les appartements
de l'ensemble immobilier. Donc, en résumé, puis en termes un petit peu grandiloquents, là, j'ai inscrit une phrase sur le slide. Donc, la science est à la chaufferie, ce que le centre est au cercle. Donc, pour les gens qui veulent se former, il y a la formation initiale et la formation pour adultes avec des instituts qui sont là pour ça. Donc, le chauffage, il faut pas oublier que c'est aussi une liste de métiers nobles, entièrement, depuis le terrain avec l'intelligence pratique et jusqu'au travail de bureau avec une intelligence d'étude et une intelligence pratique également, puisque quelqu'un qui pondrait un truc derrière son bureau tout seul n'aurait pas beaucoup de chance de voir un projet déboucher. Denis, là, ce que je vois sur cette diapo, c'est Ouais. finalement, on est à la croisée des compétences aujourd'hui. C'est Ce ça. que vous décriviez, c'est des systèmes complexes. Il faut à la fois, il y a des sciences, mais aussi on a besoin d'hydrauliciens, est-ce que vous avez mis des mécaniciens, Exactement. Donc, d'automaticiens, et puis il y a le numérique aussi qui vient là-dedans. Donc tout à fait, vous m'avez devancé. Donc effectivement, ces derniers temps, il y a une magie qui vient de s'opérer. Là, c'est l'alliance d'une technologie qu'on connaissait très très bien dans le tertiaire, par exemple, qui est l'automatisme, tout simplement, avec les plateformes SaaS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Software as a Service. Donc, ce qui fait que maintenant, pour faire l'opération à cœur ouvert que représente le changement d'une chaufferie, la rénovation d'une chaufferie, eh bien, on a les paramètres physiologiques du malade, c'est-à-dire on est en plein cœur du système avec un écran et on peut observer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ça nous permet de revenir sur un métier ou une opération de chantier, ou plutôt post-chantier, qui a failli être pratiqué il y a 30 ans, puis bon, ça s'est perdu. Ça s'appelait le commissionnement à l'époque. Alors nous, on va appeler ça de façon industrielle, comme chez les industriels, on va appeler ça la mise au point, la MAP. Donc, évidemment, aujourd'hui, une chaufferie, ça peut aussi être vu comme un assemblage de Lego, parce que une fois qu'on a assemblé les Lego et qu'on appuie sur l'interrupteur, si ça fonctionne, on considère que c'est fini. En tout cas, effectivement, le chantier est fini et par le fait, l'entreprise a rempli sa mission. Et c'est sa seule mission aujourd'hui, c'est faire l'assemblage. Donc la mise au point, alors maintenant, donc on va pouvoir y venir avec ces technologies. C'est celle qui détermine les performances de la chaufferie, c'est-à-dire en particulier la consommation. Oui. Alors ça détermine les performances, en plus évidemment du dimensionnement au moment de la conception. Donc tout va ensemble. Si on fait une mise au point, on ne conçoit pas tout à fait pareil que quand on ne fait pas de mise au point. Bon, un exemple rapide avec un coup d'œil sur le marché, donc pour rappeler quelques chiffres, la chaufferie et la rénovation de chaufferie, c'est un marché de niche. Il suffit de prendre le marché de Paris, mais qui en fait est le plus gros de France, environ 2 dizaines de milliers de copropriétés équipées d'une chaufferie, d'une chaudière collective. On a combien collective. Vous savez combien on a de copropriétés sur Paris? 48 000. 48 000. Donc finalement, donc on a environ 20 000. Ouais, c'est 45% à peu près de chauffage collectif, d'après une statistique que je m'étais faite il y a 8-10 ans. Et donc, ayant une durée de vie, d'environ 20 à 30 ans, on a bien logiquement donc 650 à 800 rénovations par an dans Paris, auxquels s'ajoutent des travaux partiels, bien sûr, ce qui doit faire environ quelque chose comme 1500 chantiers par an à Paris. Alors, nous, personnellement, mais c'est aussi celui de nos clients, notre but lors des chantiers de rénovation complète, c'est d'avoir une économie d'énergie drastique. Raison pour laquelle on a parlé de mise au point aujourd'hui, ou de commissionnement, si l'on veut se référer à un ancien vocable du domaine du bâtiment, pour servir toutes ces rénovations et ces chantiers partiels. Je rappelle qu'il y a quelques bureaux d'études, a priori une petite vingtaine, si mon recensement est pas trop défaillant, et quelques cinquantaines d'installateurs de plus ou moins grande taille. Et parmi les moyens, en excluant les majors de la profession, on a 2 représentants ici. Donc pour les chauffagistes de taille moyenne.
Parce que C'est-à-dire plus de 100, quand même plus de 100 salariés. Hein. Ce sont des entreprises de taille moyenne au sens économique du terme. Et après, il y a beaucoup de petites entreprises. si on peut espérer en termes de gains énergétiques alors sur les chaufferies. Alors, ça va être là, ce sera sur le slide suivant, juste avant. Non, c'était sur le précédent, pardon. En bas du slide précédent, voilà. On a remarqué que finalement, la mise au point, donc l'apparition de ces plateformes SaaS alliées à l'automatisme, en fait, tout simplement, c'était le second saut technologique d'importance depuis le déploiement des chaudières gaz à condensation dans les années 2000. Elles existaient avant, hein, elles existaient depuis la fin des années 80, les chaudières à condensation pour le gaz. Donc là, nous sommes en train de parler de chaufferie gaz, mais elles n'ont été déployées en copropriété que à partir de 2003 à 2007 à peu près. Enfin, on posait encore des chaudières traditionnelles à cette époque-là, à mon avis à tort, mais bon, elles ont été déployées massivement à ce moment-là, les chaudières à condensation. Donc, on est même sur un gain supérieur à ce qui se faisait à l'époque, hein, puisque le gain d'une chaudière à condensation, je rappelle, on a parlé de science tout à l'heure, donc c'est 10%, hein, puisque c'est la différence entre le pouvoir calorifique supérieur et le pouvoir calorifique inférieur du gaz. Et là, on est plutôt sur des gains de 15, 25 et 35%. J'ai tué la plus grosse valeur que j'ai entendue, parce que il faudrait l'étudier, on l'étudiera en fin d'année en détail avec des chiffres consolidés. C'était 40%. Donc, on parle plutôt ici de 15, 25 ou 35%, tant pour les chaufferies gaz que pour les sous-stations RCU, réseau de chauffage urbain. Alors Denis, là, si on regarde maintenant cette diapo, j'aimerais qu'on arrive sur la partie travaux. C'est quoi les étapes sur la rénovation? Puis ensuite, avec vous, Sarah, on va en parler aussi sur l'optimisation des chaufferies. C'est quoi les différentes étapes importantes sur les travaux? Entre la répartition, il y a un bureau d'études qui intervient, il y a des votes en AG à produire, il y a l'entreprise qui doit intervenir. Est-ce qu'on peut donner ces grandes étapes? Oui, tout à fait. Hein. Là, on rappelle juste les fondamentaux, la transmission. C'est effectivement un bureau d'études en général qui fait ça à ce stade du développement du marché. C'est la transmission des plans, hein, pour une copropriété. On rappelle quand même qu'on est dans le domaine du bâtiment. La base, c'est les plans. Hein. Et évidemment, avec ces plans, on va calculer le besoin chauffage, puis en plus, on va pouvoir faire du repérage pour le réseau qui est très très important pour les opérations dont on parle ici. Hein. Certains d'entre vous ont entendu parler lors de leur chantier ou de leur projet de chantier, de nettoyage de réseau, de vidange, de vannes de réglage éventuellement pour les adeptes de l'équilibrage. Donc on rappelle ici tout simplement qu'effectivement il y a 5 ou 6 phases, hein, avec à partir du calcul, il y a le suivi par le conseil syndical. Donc CS, ça signifie conseil syndical, hein, il n'y a pas de légende. Et éventuellement le ou les 2 membres les plus motivés, bien sûr, et éventuellement aussi les assez analytiques, mais ce n'est pas une obligation. Est-ce qu'il faut une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a systématiquement un bureau d'études, là je parle presque à vous tous, dans un projet de rénovation de chaufferie? Là je vois 600, 800 chaufferies. Alors non, aujourd'hui apparemment il s'en fait de plus en plus avec bureau d'études. Ouais. Probablement c'est plus pour des raisons de suivi de chantier éventuellement, suivi des paiements, parce que le syndic est toujours peut-être un petit peu mal à l'aise. Hein, le syndic n'est pas un professionnel du bâtiment à proprement parler, il est un professionnel de la gestion. Oui, vous parlez de maîtrise d'œuvre, donc là vous faites... C'est plutôt de la maîtrise d'œuvre, ouais, voilà, ouais. pour des raisons de maîtrise d'œuvre. Et évidemment, nous conseillons... mais bon, il y en a quand même une vingtaine de % a priori, hein, qui se fait en direct, hein, de chantier, je pense.
peut-être même plus, une trentaine. Sans- Et les travaux partiels. Quand on dit en direct, c'est 100 bureaux d'études. Hein, c'est Oui, que c'est vous ça. voulez- c'est vous voulez- parce que finalement, le bureau d'études, si j'ai bien compris le début du processus, mais là, après, on reviendra à vous. Hein, à moins que les autres diapos, ils se soient pour plus tard. Hein, vous avez 2 autres diapos, que c'est pour après. Il y en a 2 autres, c'est des visuels. Et C'était après, des il y a visuels. des petits cadeaux, donc je vous préviens, c'est très très intéressant. Là. On va les regarder. Mais si j'ai bien compris, le travail du bureau d'études, mais ça, qui est intégré des fois dans l'entreprise, c'est de donner une puissance. Et à partir de ça, on peut construire une installation. Tout à fait. C'est ça le premier travail, c'est-à-dire j'estime mon bâtiment, je fais les calculs et je donne une puissance. Est-ce qu'on est d'accord, Denis? Oui. Tout à fait, oui, oui. Il est pas rare qu'on divise anciennement qu'on divisait par 2 la puissance installée, et aujourd'hui il est pas rare qu'on supprime une chaudière sur 4, enfin l'équivalent, c'est-à-dire qu'on diminue de 25, 30 ou voire 50%, hein, c'est très courant, la puissance installée d'une copropriété. Alors, on va vous montrer là les deux projets. Je vous presse un peu, Denis, mais parce qu'on est nombreux. Les 2 projets de rénovation. Benjamin, si on peut mettre la diapo. Voilà. Donc ça c'est la première, effectivement. Tout à fait. Alors, On va pas analyser les courbes, hein, je vous rassure, Non. Denis. Là, il va falloir juste se limiter aux images. Je sais que vous êtes passionné, donc mais rentrer dans la technique, mais c'est votre métier qui veut ça. Qu'est-ce que c'est alors ces images-là? Donc c'est des chaufferies avec des automatismes, c'est ça? oui, tout à fait. Alors à gauche, là, il y a le tout début de l'opération à cœur ouvert, donc avec la machine rouge qui est complètement en haut à gauche du slide. Ensuite, il y a la partie probablement la plus importante après le générateur en photo, c'est-à-dire la panoplie chauffage. Et à droite, donc je parle bien du bloc en haut à gauche, hein, donc, et la petite photo de droite, donc ce sont les petites photos. La petite photo de droite rappelle qu'il faut toujours faire le réseau chauffage en même temps que la chaufferie, enfin, ou l'année d'avant ou l'année d'après éventuellement, ce qui est pas forcément très malin, mais bon, des fois c'est possible. Et les autres blocs, les gros blocs de photos, alors là c'est donc carrément, même pour un néophyte, c'est reconnaissable, c'est sur l'armoire électrique. On va se retrouver, le cas échéant, avec un écran. Il n'est pas obligatoire tout le temps, hein. On peut aussi faire des chaufferies sans écran. En particulier, ça va dépendre de si elle est accessible au réseau GSM ou pas, pour des raisons qu'on expliquera plus tard. Dessous, on a un exemple de courbe. Alors, pourquoi je l'ai mise comme ça, longue, monotone et ennuyeuse, et qui ne s'y passait pas grand-chose? C'est précisément parce que c'est là que va se faire la mise au point. C'est un peu comme si le médecin, à côté du lit de son patient, qui a mis le bloc de mesure des paramètres physiologiques. Eh bien, écoutez, ici, c'est exactement cela. Donc là, on a un exemple sur une plateforme assez répandue en France maintenant, Vigilia BT Régulation, avec ces courbes de température là. Alors sur lesquelles, si on regardait un peu en détail, on retrouverait 1 ou 2 petits défauts, parce que figurez-vous que c'est une chaufferie en cours de mise au point sur les Yvelines, dans le département des Yvelines. Donc ici, une des plateformes, celle-ci est très pratique avec ses courbes et son petit bloc de contrôle commande affiché à gauche sur la photo du bas à droite. Ça, c'est des nouveautés. Les règles. Alors là, Denis, mais c'est des nouveautés. Mais je passe aussi sur la diapo Oui. nouvelle. Et c'est un peu le sujet de la conférence aussi. Hein. C'est celui qu'on voulait travailler ensemble. C'est effectivement le pilotage. C'est des nouvelles manières de travailler les chauffagistes au service des copropriétés. Alors que vous pouvez nous décrire peut-être ce schéma rapidement? Exactement, oui. Alors là, ici, il s'agit d'une autre plateforme et même d'ailleurs un synoptique d'un confrère. Il était important qu'on ait les différents types de matériel, hein, pour que les gens comprennent que tout ceci est indépendant, ou presque, de la marque de matériel installé, hein. Donc on peut aussi bien le faire avec les chaudières blanches à gauche qu'avec les chaudières bleues au milieu,
et qu'avec les chaudières grises à droite, Oui, tout le monde aura reconnu, s'il le souhaite, enfin s'il est un peu connaisseur, tout le monde aura reconnu les différentes marques de chaudières. parce que je voulais rentrer juste. Oui. Il y a deux choses. C'est et là je passe sous votre contrôle à tous les trois, mais Sarah, je vais vous donner la parole. C'est il y a des remontées d'informations. Hein, c'est ce qu'on a vu les courbes. C'est-à-dire que là j'ai de l'information et donc ça me sert à mieux comprendre ce qui se passe dans la copropriété. Et puis il y a l'étape suivante, c'est que je peux piloter à distance. Et donc mener des actions sur la chaufferie sans avoir besoin de me déplacer. C'est ça qu'on voit à travers ces schémas-là. Tout à fait. Alors, c'est réservé à celui qui pilote, hein, on précise bien. Ah, voilà. C'est Ça, c'est ni pas le président du conseil syndical, qui lui doit passer par un ordre de service. Hein. Ouais. Je rappelle que la maîtrise d'ouvrage, d'ailleurs, un représentant légal, représentant de la maîtrise d'ouvrage, donc qui est le syndic, et que lui doit transmettre un OS à son prestataire, qui est l'entreprise. Alors c'est l'entreprise in fine là qui pilote ou c'est le bureau d'études après qui peut avoir un accès aussi le bureau d'études une fois que c'est terminé, c'est le chantier est fait. Pendant la phase de mise au point, ça peut être les deux. Ouais. Enfin, on l'appelle quand même, hein, Ouais. parce que c'est quand même lui qui est responsable de son installation. Donc, ça va être soit madame, soit monsieur. Donc, on l'appelle et on lui dit, par exemple, j'ai repéré un truc bizarre là sur la courbe de température. Est-ce que c'est une panne, un défaut? Alors, attention, faut pas confondre la mise au point avec la remontée des défauts. Hein. La première obligation, c'est la réparation des défauts. Giovanni, là, je vous permets d'intervenir. C'est aujourd'hui, on peut pas avoir il faudrait que toutes les entreprises soient sur ces technologies-là. Finalement, on en parlait quand on préparait la conférence. On se disait, les voitures sont connectées, les téléphones sont connectés, et les chaufferies. On voit les consommations d'énergétique qu'il y a, elles sont pas encore toutes connectées. Absolument, c'est un vrai manque dans l'habitat collectif. C'est pour ça que cette gestion à distance me paraît, moi, essentielle, parce que le matériel aujourd'hui que nous installons est un matériel efficient, performant. On a peut-être oublié de dire une chose, c'est qu'en fait, quand on rénove une chaufferie, on rénove le cœur, le poumon, mais toute la distribution reste en l'état, souvent. Donc, ce qui veut dire que, en fait, on va adapter un matériel moderne, récent, sur une installation ancienne. Donc, le pilotage à distance permet d'affiner, permet aussi d'améliorer la circulation du fluide. Enfin, je pense qu'on reviendra là-dessus. Mais tout ça, bien sûr, et aujourd'hui, plus que jamais, ce matériel a besoin d'être contrôlé 24 heures sur 24. Ouais. Et puis on peut agir en fonction des températures. Voilà, on peut prévoir des choses. Merci Denis, mais on va revenir à vous en suivant. Sarah, pour continuer. Alors on disait, bon, pour résumer les grandes étapes, je rénove ma chaufferie, mais ce que disait Giovanni, c'est effectivement, il y a tout le reste sur lequel, pour optimiser la performance de la chaufferie, sur lequel il faut intervenir. Alors oui. Alors se chauffer fait partie des besoins fondamentaux. Et nous, en tant qu'exploitants, en fait, on va être là pour faire la maintenance des installations. Et ce, à travers la mise en place d'un contrat de maintenance. Avec ce contrat de maintenance, lorsqu'on a la prise en charge des installations, on va effectuer ce qu'on appelle une prise en compte de la chaufferie. Et lors de cette prise en compte, on va effectuer donc déjà l'évaluation des besoins des copropriétaires et l'état des installations. Et à la suite de quoi, on pourra proposer des travaux dits d'amélioration ou des travaux de rénovation totale. Alors, ce qui est pour des travaux d'amélioration, il y a plusieurs choses possibles, mais il y a trois, choses prioritaires qui vont permettre aux résidents de faire des économies et d'avoir un plus au niveau du confort. C'est premièrement le désembouage des installations, qui va permettre donc un nettoyage du réseau. On sait qu'un réseau encrassé est un réseau qui va surconsommer. Deuxième point important, c'est la régulation, on en a parlé, mais effectivement, un bon système de régulation est essentiel. Aujourd'hui, on est sur des technologies beaucoup plus fines et il est important de remplacer ce dispositif quand c'est nécessaire. Et troisième point aussi essentiel, c'est l'équilibrage des réseaux. Alors en fait, ça va permettre d'homogénéiser les températures entre les différents logements, et ce à travers la manipulation des équipements de réglage, donc au niveau notamment des pieds de colonne chauffage.
Alors après, en termes de travaux de rénovation totale, donc on va s'orienter sur des travaux de rénovation totale pour les installations les plus vétustes. Alors ça va passer par le remplacement de la production avec ou non changement d'énergie. Pour ce qui est de ces travaux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'alors oui, ça a un coût, mais des travaux d'une installation vieillissante est une installation qui est énergivore. Et qui plus est, sur les installations vieillissantes, on risque l'accumulation de petits devis, donc de remplacement de pièces. Et quand on fait le bilan en fin d'année, on s'aperçoit souvent que le remplacement de toutes ces pièces ont un coût relativement important. Et que malgré les sommes engagées, on n'est toujours pas sur une installation pérenne. Oui, justement, quel est le fait déclencheur? Sur les chaufferies, le fait déclencheur, souvent, c'est les copropriétaires qui disent j'en ai marre d'intervenir, ça coûte cher, et à un moment ils se disent ok, on va faire des travaux globaux. Oui, alors il y a et les copropriétaires, et puis nous aussi en tant qu'exploitants, qui sommes là aussi pour leur dire attention, là on a regardé, effectivement, cette année vous avez investi tant. Et pour autant, vous êtes toujours sur une installation vieillissante et donc non pérenne. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que toujours en période où l'installation est la plus sollicitée, donc en période hivernale où les casses surviennent. Et comme on le sait, travailler dans l'urgence, c'est jamais bénéfique. Alors, vous avez utilisé un terme qui est régulation tout à l'heure. Là, j'ai parlé pilotage, mais on pourrait dire régulation. C'est peut-être le mot le plus juste qu'il faudrait adopter. Ça veut dire qu'il y a un changement aussi pour vous en termes de métier, de compétences que vous avez entreprise. C'est-à-dire que peut-être vous faisiez des embouages, vous faisiez l'équilibrage et la régulation. C'était des choses qui étaient moins évidentes, mais maintenant vous le généralisez. Exactement, ouais. Aujourd'hui, donc, vous appliquez la régulation sur toutes les chaufferies? Oui, systématiquement. Donc, il y a pas une chaufferie sans laquelle il y a de régulation? Forcément un système de régulation. Ouais. Et en termes de compétences, alors, qu'est-ce que vous déployez au sein de l'entreprise pour assurer que les équipes soient compétentes? Alors, en fait, pour assurer un bon suivi, c'est essentiel déjà, on va dire, d'évaluer les besoins de la copropriété et d'avoir du personnel qualifié. Donc en fait, les attentes des clients, ça va être quoi? Ça va être de maintenir les installations pour pouvoir anticiper les pannes et permettre aussi la durabilité des équipements. Ça, c'est essentiel. Et pour pouvoir justement anticiper ces pannes, il faut des bons diagnostics. Pour avoir de bons diagnostics, il faut du personnel formé et qualifié. Autre chose, les attentes des clients, ça va être une réactivité. Et donc pour pouvoir assurer cette réactivité, de nos jours, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué parce que, comme on le sait tous, la circulation est devenue relativement compliquée. Donc, il y a la circulation, vous voulez dire la mobilité, la circulation en voiture. Hein. Alors en fait, voilà, lié à une circulation dense et un stationnement aussi qui peut s'avérer compliqué dans certains quartiers. Donc, il y a un outil qui permet de pallier en partie à ce problème, c'est la télégestion. Comme on en parlait tout à l'heure, la télégestion va permettre donc d'avoir une action immédiate en fait sur les réglages de la régulation et d'avoir un visu aussi sur l'état de révéler les anomalies ou voir le bon fonctionnement de l'installation. Est-ce que même avec la régulation, là je parle à tous les deux, la télégestion, vous pouvez même faire de la prédiction sur, vous voyez commencer à avoir des choses qui sont défaillantes et puis intervenir avant même que la pièce tombe en panne. Une dérive. Des dérives, des choses comme ça. Détecter une dérive, oui. Ouais. Ouais, et donc qui révèle que il commence à y avoir des défauts. Tout à fait. Oui, une température qui augmente lentement, par exemple, enfin de constater jour après jour, ou qui descend plus précisément lentement, parce que souvent, voilà, l'exemple typique, c'est un défaut par exemple, une panne d'eau chaude sanitaire ou un défaut de chauffage. À ce moment-là, cette dérive doit être repérée très vite. Donc moi, personnellement, je les regarde la nuit quand il fait très froid. Vers minuit, 1h du matin. Ah oui, vous avez un métier dur, donc vous mettez le réveil à 2h du matin et le réveiller pour voir. Ouais, non, mais pour les maniaques, les obsessionnels, tout ça, c'est super. Un président de conseils syndicaux, je vous recommande une télégestion. Vous allez voir, c'est formidable. La blague, vous voyez le blague à part pour surveiller votre chaufferie. Est-ce que les blagues à part, est-ce que les présidents de conseils syndicaux ont accès au tableau de bord? J'imagine qu'ils peuvent pas gérer, mais Sarah, oui, donc ils ont un visu en fait. Et est-ce que du coup, dans la relation que vous avez avec
la copropriété, ça change la relation que vous avez avec eux parce que finalement, s'ils ont accès à des infos, ils doivent vous appeler plus souvent. Donc, vous avez une relation plus proche des copropriétés? Au début, oui. Alors moi, je prends soin de ne pas transmettre le lien de la plateforme tout de suite. Parce qu'en fait, rien ne sert de le transmettre avant que la mise au point soit au moins très avancée, qu'il n'y ait plus que 1 ou 2 détails à régler. Attention, hein, on parlait de mise au point tout à l'heure, c'est 2 à 4 mois minimum, dans certains cas, après le chantier. Donc c'est réellement une activité à part. Hein, Sarah, pour répondre, pour vous donner la parole aussi. Alors, en fait, ça va permettre aussi peut-être de parfois limiter des appels pour dire mon radiateur est froid. En fait, ça donne aussi un visu en disant bah non, le radiateur est froid, mais la température extérieure nécessite pas d'avoir une température d'eau de chauffage. Alors, absolument. Giovanni, on va continuer parce que vous intervenez en termes de formation. Donc, on voit que les métiers évoluent. Merci Sarah et Denis pour ce tour de table là, sur cette présentation du sujet. Les métiers évoluent. Vous êtes un organisme de formation et donc il faut accompagner les professionnels à monter en compétences. Ah oui, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, on s'aperçoit que c'est un métier très technique, qui est pas toujours pris en compte et compris par la copropriété. C'est un métier technique, c'est un métier qui nécessite des compétences, des gens qualifiés, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que il faut essayer d'avoir le diagnostic le plus rapide pour ne pas permettre à la copropriété d'avoir cet inconfort ou de vivre un inconfort trop important. Et puis le matériel évolue aussi. Donc ce matériel nécessite aussi une connaissance. On est quand même face à une grande diversité de produits aujourd'hui et il faut faire un choix dans cette diversité de produits. Donc Afortech est là pour apporter à la profession son expertise, d'apporter aussi les éléments de performance pour l'entreprise et puis également l'avantage d'être associé au syndicat du génie climatique permet aussi de toucher un nombre important d'adhérents et même des non-adhérents à la chambre syndicale. Mais en tout cas, voilà, on apporte cette expertise. Et l'avantage aussi, c'est qu'on touche toutes les strates de l'entreprise, c'est-à-dire des techniciens de terrain jusqu'aux chargés d'affaires, voire même jusqu'à la direction. Puisque là aussi, il y a les évolutions de la réglementation, il y a des évolutions de tout un tas de critères dont l'entreprise a besoin d'avoir la main dessus. Donc c'est ce qu'apporte Afortech. Alors il n'y a pas que le génie climatique dans le GCCP, puisque comme son nom l'indique, c'est génie climatique, couverture, plomberie. Eh bien dans ces 3 domaines, Afortech peut apporter les formations idoines. Alors, je vois, on appuie avec Benjamin, on appuie en même temps sur les... Vas-y. C'est bon? Voilà. Alors, pour expliquer cette slide, c'est de montrer que, voilà, la formation, elle est vraiment adaptée. Elle peut même être individualisée par entreprise. C'est-à-dire que si des entreprises ont besoin d'améliorer son bureau d'études, à ce moment-là, Afortech apporte son expérience, les outils nécessaires, les formateurs qui vont bien. On a aussi un centre de formation qui s'appelle l'Éco-Campus du bâtiment à Vitry, qui lui va former des jeunes à ces métiers avec des plateformes vraiment ultra modernes. Donc ça aussi, ça va donner aussi envie parce que la main d'œuvre manque aux entreprises aussi. Donc on a besoin aussi de former dans cet esprit. Et puis il y a aussi la diversité des énergies, parce qu'on a parlé quelques énergies comme le fioul et le gaz, ou les réseaux urbains, mais il faut pas oublier que il y a une mixité énergétique en France. Il faut aussi parfois maîtriser certaines énergies. C'est vrai que du solaire, on en fait très très peu à Paris, mais en province, ça existe. Donc là aussi, ce sont des métiers qu'il faut s'approprier et Afortech est là pour. Mais est-ce que c'est pas aujourd'hui difficile aussi pour une entreprise? Ça vaut pour tous les métiers. On le voit aujourd'hui. Il y a de plus en plus de compétences à avoir.
une largeur sur les sujets. On va du numérique, des automatismes, mais avec des métiers traditionnels aussi. Est-ce que c'est pas compliqué pour les entreprises de maîtriser tous ces sujets-là? Bien sûr, c'est difficile. Justement, on a besoin de ces centres de formation, on a besoin de se spécialiser aussi. C'est pour ça que les entreprises performantes, de mon point de vue, sont plus celles qui sont spécialisées dans un ou deux métiers. Oui. Et d'éviter la multiplicité parce que ça. Ou alors on a une structure très importante. Oui, c'est compliqué de faire du photovoltaïque, j'imagine. Bon, ça serait un autre sujet, mais des ENR, de gérer des chaufferies de manière classique, c'est ce que vous voulez défendre. Ou alors il faut avoir des antennes dédiées à ces métiers. Alors, si on regarde, Giovanni, là, sur les nouveaux sujets, les innovations qu'il y a sur la partie, je vais avancer sur la diapo, hein, Benjamin. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces nouveaux métiers qui arrivent et sur lesquels vous avez aussi des processus de formation qui sont présents? Alors, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, la chaufferie, il faut qu'elle soit connectée, c'est-à-dire qu'on ait une vision à distance de ce qui se passe dans cette chaufferie. D'abord, pour deux raisons. Le problème, c'est que c'est triste à dire, mais on ne sait plus communiquer. La copropriété ne sait pas communiquer. La seule chose qu'on nous dit, c'est j'ai froid, mon radiateur chauffe pas. C'est des critères qui ne veulent rien dire. On a besoin de température, on a besoin de connaître un petit peu si la régulation travaille en fonction de l'extérieur. Enfin, il y a des éléments que seul le maître de l'art maîtrise. Donc la connectivité est quelque chose d'important. L'automatisme. Ça, ce que vous voulez dire, c'est que ça permet de résoudre aussi, j'imagine, ça vaut pour vous, Sarah, beaucoup de problèmes, parce qu'en vérité, il n'y a pas de problème. C'est le copropriétaire qui va appeler, qui va dire oui, j'ai froid, mais en vérité, mais il n'y a pas de problème sur la chaufferie en elle-même. Le j'ai froid, c'est un ressenti. C'est pas quelque chose de technique. Donc la connectivité va déjà nous informer si en chaufferie tout fonctionne correctement, si les températures sont atteintes, si on n'a pas un dysfonctionnement quelque part. Donc l'exploitant aura cette. Mais tout ça, la connectivité, ça s'invente pas. Il faut aussi des formations liées à ça. Ensuite, l'automatisme, c'est pareil. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose qu'on apprend. Et donc, l'Eco-Campus nous apprend ça. Afortech met en place des formations dédiées pour ce genre d'opération. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, oui, il y a des choses qu'on peut planifier dans nos domaines techniques. Donc il y a aussi l'intelligence artificielle, ça va très vite, l'intelligence artificielle, ça rentre dans tous les métiers, mais même dans votre métier aujourd'hui, vous commencez à la voir arriver. J'imagine qu'on fait du prédictif aussi avec l'intelligence artificielle, avec des données. Alors, il faut que ce soit mesuré et maîtrisable. C'est pas quelque chose, parce que derrière on a une installation qui doit fonctionner et qui doit aussi permettre aux occupants d'avoir le confort et l'économie souhaitée. Donc tout ça doit être maîtrisé par les entreprises et les techniciens qui sont affectés. Alors j'imagine, Sarah, là, pour vous faire rebondir sur ces sujets-là, après Denis, mais on parle de chaufferie, il y en a certaines qui sont connectées, il y en a d'autres qui sont pas forcément connectées. Est-ce que vous voyez, en fonction de ces deux catégories de chaufferie, des relations avec les copropriétaires qui sont différentes? Oui, c'est vrai que généralement, en plus les chaufferies connectées, c'est vrai qu'on a tendance à privilégier les grosses copropriétés. Donc généralement sur des chaufferies qui sont, on va dire, au-delà de 100 logements. Alors là, c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Je pense qu'on va tendre vers un élargissement, en fait, de cette technologie. On va être amené de plus en plus à le proposer aussi bien sur des grosses copropriétés que sur des plus petites copropriétés. Voilà. Oui, il faut pas oublier, effectivement, l'ordre précisé par Madame Vicard est très important parce que il faut pas oublier que si on parle de moins 15, moins 25, moins 35% de consommation l'année d'après, après mise au point, pour une nouvelle chaufferie, il ne faut pas oublier que ça représente un nombre de millions de tonnes équivalent CO2 en France qui est très important si l'on commence, et uniquement si on commence par les grosses copropriétés.
Donc là, ce sont directement ceux qui sont visés, en clair, par rapport à ce que disait Hubert au tout début. Ce sont les bâtiments de 49 à 74 avec une étiquette E, F ou G, de façon soit à les faire passer en T quand c'est possible avec l'énergie, puisqu'il y a une réglementation qui interdit de changer l'étiquette avec certaines énergies, soit quand donc pour une sous-station par exemple, est-ce qu'il a fait éventuellement passer directement en T. Ce que vous voulez dire, Denis, c'est ou en P. tous ces immeubles des 30 Glorieuses, Ça, si vous dites 49 à 74, c'est ça. ces immeubles des 30 Glorieuses qu'on a construits massivement au EF ou G. les bars, plutôt les d'immeubles, ceux-là, il faudrait qu'aujourd'hui on passe le message qu'il faut toutes les rénover parce qu'il y a des gains énergétiques importants à obtenir. Alors, soit rénover les murs, si c'est ce que vous envisagiez là pour gagner directement en étiquette isolation, enfin la partie isolation de l'étiquette, soit rénover le système de chauffage parce que lui, l'année d'après, il va induire directement une baisse de consommation grâce à la mise au point, la télégestion, la rénovation de la chaufferie. Hein. Hubert, Ce qui coûte cher. Hein, sur on a des calculs sur les retours d'investissement. Alors je sais qu'on n'avait pas préparé. Est-ce que c'est des choses Il y a des calculs qui existent. Alors, effectivement, si on parle de rénovation globale, c'est-à-dire rénovation sur les façades, les toitures, on refait l'isolation, on change toute la technique, les temps de retour peuvent être très longs. Oui. Peuvent être très longs, peuvent aller jusqu'à 40 ans de temps de retour, ce qui est qu'on dépasse la durée de vie du bâtiment. Oui. Maintenant, si on regarde la partie chaudière. Alors, si on rénove simplement une chaufferie, avec un bon réglage, on peut avoir un temps de retour qui est de l'ordre de 5 à 10 ans. Oui, donc ça c'est beaucoup plus rapide sur la chaufferie. C'est beaucoup plus rapide et les économies qui sont réalisées permettent après d'investir sur les travaux de façade. Alors justement, là, gardez la parole. On disait aussi, il y a la nécessité de mettre en place des contrats de maintenance, parce que effectivement le métier évolue. Il y a besoin de changer la chaufferie, mais après il faut maintenir tout ça. Donc aujourd'hui, il faut des contrats qui lient l'entreprise et j'imagine la copropriété. Alors de toute façon, le contrat de maintenance est obligatoire puisque sur les chaudières de moins de 400 kW, vous avez au moins un entretien annuel à faire. 400 kW pour les copropriétaires qui vont nous écouter aussi. Il y a certains maîtres d'ouvrage et puis il y a des gens techniques. Ça représente combien de logements Là, je dirais pas que vous me posez une colle, mais enfin, ça fait environ... Un peu entre 40 et 50. 50, oui. Suivant qu'il y ait de l'eau chaude ou pas. Oui. Donc, il y a des obligations d'entretien annuel, il y a des obligations de ramonage. Donc, celles qui sont au-dessus de 400, Celles qui sont jusqu'à 400. Oui. Les chaudières qui sont au-dessus de 400, vous avez une obligation de contrôle de combustion 4 fois par an. Plus l'entretien. Donc, actuellement, lorsqu'on parle des entretiens dans les copropriétés, le contrat d'entretien tel qu'il est conçu, c'est généralement 12 visites par an. C'est-à-dire que la personne qui fait l'entretien va passer 12 fois dans la chaufferie. Des véritables entretiens, on en fera un gros entretien l'été. L'hiver, on fera des entretiens plus moyens avec un entretien de brûleur, un nettoyage, éventuellement un détartrage sur la production d'eau chaude. Et le reste des visites, c'est un technicien qui va venir, qui va regarder la température de départ, voir si elle est cohérente par rapport à la température extérieure, si les pompes fonctionnent bien, si rien n'est en panne, il va repartir. Toutes ces visites-là, ponctuelles, maintenant, peuvent être remplacées par les systèmes, ce qu'on a vu de télégestion. C'est-à-dire que toutes ces informations-là, on peut les avoir en temps réel. Et de même, d'une manière plus intéressante, à partir du moment où on va relever les compteurs de gaz, les compteurs d'énergie ou autres, s'il y a une dérive sur la consommation, on le verra. Quand le technicien passe une fois par mois, au plus froid d'hiver, s'il va, par exemple, aller dans sa chaufferie et voir que sa température de départ d'eau chaude est trop forte. C'est-à-dire que l'on surconsomme. Mais entre ces deux passages, il s'est passé un mois. Donc la dérive de consommation va être importante. Si ce contrôle-là est fait automatiquement par une GTB, on va s'en apercevoir quasiment instantanément. Donc de là, on va corriger et la copropriété va faire des économies. Donc, ce qui veut dire que le contrat qu'on envoyait avec 12 visites par an, qui est un contrat annuel, avec assez de reconduction, il faut le voir plutôt maintenant sur un contrat de suivi de performance de l'énergie. Donc, l'entretien plus le suivi de l'énergie. Et c'est un contrat qui, évidemment, doit s'inscrire plutôt sur une durée, parce que, effectivement, il y a une mise au point. Il faut maintenir toute la mise au point qui a été faite à la mise en service. Il faut maintenir le réglage. Je prends l'exemple de la voiture. Régulièrement, vous faites des entretiens de voiture parce que c'est recommandé. Et vous remarquez que, entre deux entretiens,
vos filtres se salissent et votre consommation d'essence va augmenter. Et vous repartez d'entretien, vous allez de nouveau gagner quelques litres au 100. C'est la même chose en maintenance. Oui, donc ça veut dire, Giovanni, aussi qu'il y a un changement de métier pour les installateurs, parce que finalement, on était passé d'un métier très technique, j'allais dans la chaufferie, j'avais pas de contact avec les copropriétaires, le président du conseil syndical, à un métier d'accompagnement pour optimiser justement cette énergie tout au long de la vie de la chaufferie. Bien évidemment, on sait que rénover une installation de chaufferie a un coût non négligeable. Aujourd'hui, si on veut une vraie installation performante, il faut pas minimiser ce coût. Au contraire, faut vraiment mettre tous les éléments nécessaires qui vont permettre un meilleur pilotage, un meilleur suivi, et les entreprises, seules les entreprises qualifiées vont pouvoir répondre à ça. D'où la formation, là aussi encore, que peut apporter Afortec. Oui, Sarah, vous formez vos techniciens, les collaborateurs régulièrement? Oui, également. Oui. C'est-à-dire, c'est à quel rythme on forme les collaborateurs dans une entreprise? Est-ce que je veux pas vous poser une question piège, hein, Non, mais après, c'est vrai que c'est pas, j'ai pas de chiffres en tête, mais Giovanni, alors peut-être on a une idée là de. L'entreprise de l'Hostal forme à peu près 8 à 10 salariés par an. Ouais. En génie climatique, donc ouais. C'est pas négligeable. Ouais. Donc ça c'est très souvent. Allez, je vais poser. Il nous reste quelques minutes encore. Je vois le temps file. Si on peut mettre la fiche contact peut-être avec les adresses des plateformes, ça va peut-être intéresser quelques présidents de copro. Alors voilà, mais ça on va leur passer la fiche contact avec les adresses. On va leur passer parce que d'ailleurs on fait un petit deal avec le public. Ils répondent au questionnaire de satisfaction et on envoie par email toutes les diapos. Donc ils les auront bien entendu. Denis, merci d'avoir y compris les contacts, bien sûr. J'avais une question de JM qui est pas inintéressante. C'est si un syndic souhaite mieux échanger avec les entreprises et les BE, est-ce qu'il existe des formations d'initiation pour les syndics? C'est-à-dire que les syndics aussi se posent la question, est-ce que vous les formez, vous les accompagnez, vous leur faites des petits cours? Sarah, Giovanni? alors on fait pas de formation, mais oui, on peut effectivement on peut passer du temps et les accompagner en tout cas dans les démarches. Oui, pour mieux comprendre les enjeux finalement. Giovanni, oui, c'est des questions que vous posez syndic aussi, d'avoir besoin de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est l'accompagnement au départ de la copropriété et des syndics quand il y a un projet de rénovation. C'est souvent pris un peu parce que la chaudière est ancienne, parce qu'elle a cassé, etc. On réagit un petit peu trop dans l'urgence. Alors les meilleures réalisations qu'on a pu faire, c'est des réalisations qui sont bien préparées en amont et que tous les partenaires qui sont présents eh bien s'impliquent. La copropriété va dire exactement ce qu'elle a besoin. Le syndic va accompagner par rapport à des aides financières s'il y a besoin ou suivre un certain critère de budget et autres. L'entreprise, le bureau d'études vont être là pour apporter la technicité. Donc bien sûr, ça c'est les meilleures performances qu'on ait réalisées. Une question de Didier. Allez, j'en prends une autre qui pose la question de PAC. Vous savez, pompe à chaleur. Hein. C'est quelque chose. Alors, je sais pas si c'est trop utilisé en copropriété, mais vous allez Hubert. Cette question, je pense, qu'elle est plutôt pour vous. Qui peut pas. Donc, Didier nous dit, on peut pas installer une PAC dans notre copropriété. Donc, du coup, est-ce que je vais être soumis quand même à la TVA à 20% sur la chaufferie à condensation? Tout à fait. Tout à fait. La TVA est à 20% sur les chaudières maintenant, donc il n'y a pas de dérogation. Est-ce qu'on voit des installations maintenant de pompes à chaleur sur les chaufferies Ça commence à se voir. Il faut savoir que même sur Paris Intramuros, on a aussi des pompes à chaleur qui sont raccordées sur géothermie. Alors c'est quelques opérations pour l'instant qui sont relativement onéreuses, mais qui fonctionnent assez bien. Oui, parce qu'on en parlait avec Sarah en prenant le café tout à l'heure. On se disait aujourd'hui, maintenant, il y a une obligation de raccordement au réseau de chaleur. Je crois que c'est quoi les contraintes techniques? Alors, les contraintes, c'est d'être à moins de 60 mètres d'un réseau de chaleur. Oui. Et donc, pour une puissance de 100 kW minimum, vous avez une obligation de passer un réseau de chaleur, sauf si le réseau de chaleur ne peut pas vous apporter la puissance ou si les temps de branchement sont trop longs et qu'il y a une urgence au niveau de la chaufferie qui est en panne.
Giovanni, pour vous donner le mot peut-être de la fin, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux entreprises qui nous écoutent en termes de formation? Ce serait quoi les sujets à se former cette année qui sont indispensables? Bah, si on doit résumer, je dirais que l'efficacité énergétique, ça doit pas être qu'un slogan. Il faut que ce soit une réalité. Et pour que ce soit une réalité, il faut des gens compétents, il faut des formations adaptées, faut s'investir dans ces formations-là pleinement. C'est comme ça qu'on aura de la performance. Pour vous rappeler que voilà, il y a une expo qu'on a fait sur le vélo, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci.